Et nous commençons ce journal par une triste nouvelle, la mort d'un officier de Tsahal au sud Liban. C'est l'armée israélienne qui a annoncé la mort du capitaine Eitan Shmuel Lamberg, 21 ans, officier des blindés du bataillon 75. Il a été tué par un missile anti-char tiré par le Hezbollah contre son char justement au sud Liban, au nord du fleuve Litani. Tsahal a immédiatement riposté en frappant des infrastructures du Hezbollah dans la zone. Cette attaque intervient quelques heures seulement après l'annonce par Washington d'un nouvel accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et selon l'accord conclu par Washington, le Hezbollah devait cesser ses attaques et retirer ses combattants au sud du Litani, tandis que l'armée libanaise devait progressivement reprendre le contrôle de certaines zones pilotes. Mais dès les premières heures suivant l'annonce, des alertes aux drones et aux roquettes ont retenti dans le nord d'Israël et surtout, le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassam, a rejeté publiquement les termes de l'accord, une déclaration qui alimente des interrogations sur la solidité réelle de cette trêve. Un cessez-le-feu qui ne fait pas l'unanimité au sein du gouvernement et de l'armée, et que le ministre de la Défense, Israël Katz, qui a fait part de son opposition à cette initiative. Des responsables militaires auraient également préféré une opération plus large contre le Hezbollah. À l'inverse, le ministre Aryeh Deri a soutenu la démarche de Benjamin Netanyahou sur le terrain. Lors de sa visite à Shlomi pour présenter un nouveau plan de reconstruction du Nord, le Premier ministre a promis que ce qui a été réalisé dans le Sud sera réalisé dans le Nord. Et plusieurs élus locaux restent sceptiques. Le président du Conseil régional de Montéachère a dénoncé une situation où les restrictions sécuritaires continuent d'affecter le quotidien des habitants malgré les annonces de cessez-le-feu. Une tentative d'attaque au couteau a été déjouée ce matin dans le nord d'Israël. C'était vers 5h30. Un homme est arrivé à l'entrée de la base de la police des frontières du Galil à Ma'arivi, près de Akko. Et selon la police, il est sorti de son véhicule et s'est précipité avec un couteau en direction d'un garde frontière en faction. La police est parvenue à maîtriser rapidement l'assaillant. Le suspect a été neutralisé sans faire de victime et le couteau a été saisi. Tsahal et le Shin Bet annoncent avoir éliminé aussi plusieurs responsables d'un appareil de sécurité du Hamas lors d'une opération menée dans le nord de la bande de Gaza. Selon le communiqué conjoint, la frappe a été réalisée avec la participation de l'armée de l'air et de la marine israélienne. Parmi les personnes visées figure Hassan Labab, présenté comme le directeur adjoint de l'appareil de sécurité générale du Hamas. Selon Israël, ils jouaient un rôle important dans la prise de décision et la coordination des activités de cette structure. 3 autres responsables de cet organisme ont également été tués. Et puis vive réaction en Israël après des incidents survenus devant le domicile du vice-président de la Cour suprême, le juge Noam Solberg. Manifestation, je vous rappelle, de religieux orthodoxes fanatiques qui a dégénéré en violence et causé des dégâts matériels à la résidence du magistrat. Alors que plusieurs membres de sa famille se trouvaient à l'intérieur, le président de la Cour suprême, Yitzhak Amit, a dénoncé un franchissement de ligne rouge, une attaque contre l'état de droit. Dans une lettre rendue publique, il a affirmé que les tentatives d'intimidation n'influenceraient pas le travail des juges et que la justice continuerait à agir de manière indépendante. Le rabbin d'Israël, Kalman Ber, a également condamné ces violences et appelé à l'apaisement, estimant qu'aucun combat idéologique ne pouvait justifier les atteintes aux personnes ou à leurs biens. Et puis nous terminons avec plusieurs milliers de personnes qui ont participé hier à la marche des fiertés et de la tolérance qui a été organisée pour la 24e année consécutive à Jérusalem. Et le défilé était placé sous le slogan « Exiger le changement » qui s'est lancé du parc Saker. Près avant de rejoindre le Jardin des Roses face à la Knesset, les organisateurs ont mis l'accent sur la revendication d'une égalité complète des droits de la communauté LGBT en Israël. Et parmi les intervenants figurait Omer Ohana, le compagnon du major Shagai Golan, qui était tombé lors des combats du 7 octobre à Be'eri. Son combat avait conduit à la modification de la loi sur les familles endeuillées afin de reconnaître les conjoints de même sexe.
Depuis le 7 octobre, les Juifs américains sont confrontés à une situation inédite. D'un côté, une explosion des actes antisémites sur les campus, dans les rues du pays et sur les réseaux sociaux. Et puis de l'autre, un débat parfois très vif autour de la politique du gouvernement israélien à Gaza et au Liban. Alors comment la communauté juive américaine vit-elle cette période? Assistons à une fracture entre Israël et une partie des Juifs des États-Unis. C'est les questions que nous allons poser ce matin à notre invité, qui est André Caspi, qui est historien et spécialiste des États-Unis. André Caspi, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualité. Alors, comme je disais, depuis le 7 octobre, on observe vraiment une augmentation sans précédent des actes antisémites aux États-Unis. Je crois que encore ce matin, on a parlé d'un acte antisémite dans le métro à New York. Comment les Juifs américains vivent cette situation? Écoutez, je crois que cela dépend bien sûr de leurs affiliations politiques, suivant qu'ils sont plutôt démocrates ou plutôt républicains, mais cela dépend aussi et surtout de l'âge qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre les générations. Lorsqu'il s'agit des jeunes juifs, l'hostilité à l'encontre du gouvernement israélien est très forte, elle est marquée pratiquement tous les jours. Et ils considèrent que Benjamin Netanyahou est un véritable danger pour la communauté juive américaine et pour Israël, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de ceux qui sont plus âgés. Donc ça veut dire qu'au fond, il y a une rupture dans la conception que la communauté juive peut avoir de ses relations avec l'État d'Israël. Et ça se voit en particulier à New York. New York, c'est la grande ville juive, c'est la principale ville juive dans le monde, et pourtant, elle vient d'élire un maire, Zoran Mandani, qui est hostile à Israël et qui a bénéficié d'un certain nombre de voix juives. C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on peut dire, c'est que cette hostilité à l'encontre d'Israël s'est manifestée dans les élections municipales de New York en faveur de ce maire qui est d'origine musulmane et qui, en somme, manifeste son hostilité systématique, lui, à l'encontre d'Israël. Alors, vous parliez des jeunes et c'est intéressant parce que justement, on voit que dans les campus et dans les universités américaines, ces actes antisémites et puis aussi ces manifestations contre Israël sont de plus en plus nombreuses. Comment expliquer cette mobilisation anti-israélienne chez une partie des étudiants américains? Écoutez, ça n'est pas tout à fait nouveau parce que cette hostilité se manifestait déjà en 2024 et en 2025. Dans les universités américaines et sur les campus en particulier, on voyait des pancartes pour la Palestine, on voyait des jeunes qui revêtaient le kéfier. Bref, il y avait une hostilité à l'encontre d'Israël et au contraire beaucoup de sympathie pour le mouvement palestinien. Alors, est-ce que ça correspond à une tendance profonde? Je ne sais pas, je crains que oui. Cela veut dire au fond qu'il y a un détachement qui se manifeste de plus en plus entre cette jeunesse étudiante et puis l'État d'Israël. C'est-à-dire que cette jeunesse étudiante n'accepte pas la présence au sein du gouvernement israélien de représentants de l'extrême droite israélienne, et il va de soi que des déclarations récentes de membres de cette extrême droite n'ont fait qu'approfondir le fossé qui existe avec la jeunesse étudiante des universités américaines. Donc cela veut dire que c'est une tendance qui, à mon avis, risque de se prolonger. Ça n'est pas simplement passager, ouais. C'est une tendance profonde. Alors justement, parce qu'on parle des jeunes universitaires, ceux qui sont aujourd'hui encore à l'université, on parle de la jeunesse américaine, mais cette jeunesse américaine va, dans quelques années, dans 10 ans, va devenir justement le leadership de la société américaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela va vouloir dire pour les relations entre les États-Unis
et Israël? C'est très difficile de prévoir l'avenir, c'est beaucoup plus facile de prévoir le passé. Hein. Mais en ce qui concerne cette jeunesse, vous avez raison, ces jeunes vont devenir des adultes responsables, ils vont occuper des fonctions importantes sur le plan politique, dans la société, dans l'économie, et par conséquent, ils vont apporter avec eux cette hostilité à l'encontre d'Israël, ou d'une certaine façon, je ne dirais pas de tout Israël, mais d'un Israël qui aujourd'hui est aux commandes. Et en gros, si vous voulez, l'hostilité contre Benjamin Netanyahou est très forte, mais après Netanyahou, que sera Israël, je n'en sais rien, et peut-être qu'il y aura une réconciliation entre la jeunesse américaine et l'État d'Israël. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, tel qu'on peut voir les choses, cette réconciliation semble improbable. Est-ce qu'il y a une distinction, est-ce que vous faites une distinction entre la jeunesse américaine démocrate et la jeunesse américaine libérale? Non, je ne fais pas de distinction parce que ce que je veux dire, c'est qu'au fond, il y a dans cette jeunesse une méfiance à l'encontre des partis politiques. Vous savez, pendant très longtemps, depuis, disons, Harry Truman, depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël, 80% des Juifs américains votaient démocrates. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de Juifs américains qui préfèrent voter républicain, et dans ce cas, ils soutiennent le gouvernement israélien, mais qui aussi s'abstiennent, c'est-à-dire qu'ils considèrent que ce qui se passe au Moyen-Orient ne leur convient pas, et qu'ils ne peuvent pas, en somme, prendre parti pour l'État israélien, tant qu'Israël, et ça je pèse mes mots, tant qu'Israël n'aura pas reconnu l'existence d'un État palestinien. C'est cela qui est important, c'est-à-dire qu'au fond, on voit que cette revendication pour la Palestine est très forte dans la jeunesse. Alors je ne sais pas si cette revendication disparaîtra à mesure que les jeunes prendront de l'âge, mais en tout état de cause, aujourd'hui, c'est quand même caractéristique et c'est contraire à ce qui se produisait dans les années précédentes. Alors, justement, on va aussi parler de Donald Trump qui, on va dire presque d'une façon paradoxale, on voit donc ce mouvement anti-israélien dans les campus et chez la jeunesse israélienne. Et quand même, on peut dire que depuis, à part peut-être, on va en parler aussi, une dernière discussion qu'il y a eu entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, mais on peut dire quand même que les relations entre Donald Trump et le Premier ministre israélien sont des relations qui n'ont jamais eu lieu. Peut-être, vous allez peut-être me contredire, mais en tout cas, ce genre de relation n'avait jamais eu lieu auparavant, contrairement justement à cette situation, on va dire, dans la société israélienne. Non, je crois que il ne faut pas non plus dramatiser à l'excès lorsque l'on évoque les relations entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Les deux hommes se connaissent depuis 1980. Et ils sont à tu et à toi de manière constante. Et les propos de Donald Trump sont toujours très violents, que ce soit à l'encontre de Netanyahou lorsqu'il ne partage pas les opinions du Premier ministre israélien ou lorsqu'il s'agit d'autres dossiers. On sait bien que Donald Trump ne mâche pas ses mots et quelquefois ces mots nous paraissent largement excessifs, mais ça, il est comme ça. Donc ce que je crois, c'est que aujourd'hui, entre Trump et Netanyahou, il y a de très bonnes relations. On a même accusé Trump d'avoir subi l'influence de Netanyahou et d'avoir été entraîné dans cette guerre contre l'Iran par Israël. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais en tout état de cause, ça veut dire que les deux hommes et les deux gouvernements sont à peu près sur la même longueur d'onde, avec une différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est que pour Israël, c'est une question de survie.
C'est-à-dire qu'au fond, par exemple, en ce qui concerne le Liban, il est évident que la présence, les activités du Hezbollah sur le territoire libanais sont une menace extrêmement dangereuse, quasiment mortelle pour l'État d'Israël et notamment pour le nord de l'État d'Israël. Tandis que pour Donald Trump, ce qui est le plus important, c'est l'accès libre au détroit d'Ormuz. C'est la fin de la guerre avec l'Iran, parce que l'Iran est arrivé en somme à lier l'affaire d'Ormuz avec la situation au Liban. Mais ça n'est pas ce qui convient le mieux aux États-Unis. Les Américains considèrent que, au contraire, ce qui convient avant tout, c'est de trouver un modus vivendi avec les Iraniens, d'arrêter ce conflit, d'autant plus que très bientôt, il y aura des élections législatives aux États-Unis et que si les États-Unis étaient encore en guerre contre l'Iran, ce seraient des élections particulièrement difficiles pour les républicains et pour Donald Trump en particulier. Dernière question, elle concerne l'antisémitisme. On a vu donc de nombreux actes antisémites se multiplier, que ce soit à New York ou dans d'autres grandes villes. Qu'est-ce que fait les autorités américaines justement pour lutter contre ces actes? C'est-à-dire que là, il y a les moyens légaux de lutter contre l'antisémitisme, mais il y a aussi peut-être ce que l'on oublie, c'est que en 2028, il y aura de nouvelles élections présidentielles. Et je pense que parmi les candidats à ces élections, il y aura notamment 2 gouverneurs actuels qui sont démocrates, le gouverneur de l'Illinois qui s'appelle Pritzker et le gouverneur de Pennsylvanie qui lui aussi, Shapiro, qui lui aussi pourrait ambitionner d'être candidat et peut-être élu à la présidence des États-Unis. Donc cela veut dire que la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est précisément d'avoir des élus qui manifestent toute la force nécessaire pour combattre les antisémites et aussi pour répondre un peu mieux aux demandes des revendications de la jeunesse étudiante qui sont en effet très dangereuses pour les relations entre les États-Unis et l'État d'Israël. Très bien, merci beaucoup André Caspi pour ces éclaircissements à propos de la communauté juive et la situation des Juifs américains. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Tous les Israéliens qui ont plus de 40 ans se souviennent encore de cette nuit électorale historique du 29 mai 1996, il y a 30 ans. Pour la première fois, ils sont appelés à élire un Premier ministre au suffrage universel direct. 2 candidats sont en lice, Shimon Peres, successeur d'Yitzhak Rabin, Premier ministre assassiné 6 mois plus tôt, et son challenger Binyamin Netanyahou, leader du Likoud. À 22h, les premières estimations donnent Shimon Peres légèrement en tête avec 50,4% des suffrages. La gauche festoie et s'en va dormir apaisée pour se réveiller le lendemain matin, groggy par l'annonce de la victoire sur le fil de Binyamin Netanyahou. Alors comment Netanyahou a-t-il remporté il y a 30 ans le premier de ses nombreux succès électoraux ? Je vous propose un rappel historique. Nous sommes le 4 novembre 1995, quelques heures après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Binyamin Netanyahou est effondré. Jamais il n'aurait pu imaginer qu'un juif porte atteinte à un premier ministre d'Israël. Contrairement aux légendes colportées ensuite par ses adversaires de gauche, il n'a lui-même jamais cautionné la campagne de dénigrement lancée contre Rabin à la suite des accords d'Oslo. Lorsqu'il entendait dans un meeting politique la foule scander « Rabin, traître », il interrompait son discours pour déclarer « Nous ne sommes pas d'accord avec Rabin, mais ce n'est pas un traître ». Sur le plan politique, Netanyahou comprend que l'assassinat de Rabin hypothèque considérablement ses chances de devenir Premier ministre. « Si Pérez devance les élections, je perds », a-t-il affirmé alors. Les sondages lui donnent raison et annoncent un écart défavorable de plus de 30%. Mais Shimon Peres va commettre d'abord une erreur.
Il patiente 2 mois, jusqu'en février, avant d'annoncer des élections anticipées. Le scrutin est prévu pour le 29 mai 1996. Entre-temps, Netanyahou s'est ressaisi. Il a actionné sa machine électorale en prenant une première décision liée à la chasse aux sorcières qui règne en Israël après l'assassinat de Rabin. La gauche israélienne le rend responsable indirect de l'assassinat de Rabin. Elle désigne la droite nationaliste complice du crime, qu'à cela ne tienne. Netanyahou va prendre la tête de ce mouvement des opprimés qui rassemble les électorats du Likoud et du sionisme religieux. Et ce faisant, il posera alors les jalons de cette alliance nationaliste qui depuis ne s'est quasiment jamais démentie. Avec le lancement de la campagne électorale, Netanyahou se dote des services d'un des plus célèbres consultants électoraux américains, Arthur Finkelstein. Ensemble avec le stratège Moti Morel, ils vont lancer un slogan qui est resté célèbre. Pérez va diviser Jérusalem, un slogan qui repose en fait sur une simple information autour d'une rencontre qui se serait tenue alors entre Abou Mazen et Yossi Beilin sur l'avenir de Jérusalem. Mais le slogan va faire mouche. Le second développement est sécuritaire et même dramatique. Entre le 25 février et le 4 mars 1996, le Hamas commet 3 attentats suicides dans des autobus à Jérusalem et Tel Aviv. Bilan total, 58 morts. Shimon Peres se rend le visage fermé sur les lieux des attentats et laisse échapper « Je suis maudit ». Pour lui remonter le moral et redynamiser sa campagne, Bill Clinton orchestre en son honneur à Sharm el-Sheikh un sommet international de lutte contre le terrorisme, avec Yasser Arafat comme invité. De son côté, Netanyahou critique Oslo et entend s'imposer comme le futur monsieur sécurité de l'État d'Israël. Il grimpe dans les sondages. Le 11 avril 1996, Shimon Peres déclenche l'opération Raisin de la colère au sud Liban après que le Hezbollah ait bombardé des localités du nord d'Israël. Nouveau coup du sort pour Shimon Peres, une semaine plus tard, l'artillerie de Tsahal tire sur Kfar Kana, par erreur, quelques obus sur un camp de réfugiés installé près d'une base de l'ONU. Bilan, 102 morts. La communauté internationale est en émoi, mais surtout, le secteur arabe israélien décide alors de boycotter les élections du 29 mai, faisant ainsi le jeu de Binyamin Netanyahou. L'ultime manœuvre politique que Netanyahou va initier sur la voie de son incroyable victoire marque aussi le début de son alliance historique avec les partis orthodoxes. Jusqu'à cette période, les Haredim israéliens votent exclusivement pour des partis politiques orthodoxes, cela va de soi. Mais les élections du 29 mai 1996, au suffrage universel direct, posent un véritable casse-tête aux grands rabbins orthodoxes. Ni Shimon Peres, ni Binyamin Netanyahou ne sont religieux. Alors pour qui vont-ils voter ? Netanyahou va une fois de plus prouver son flair politique. Il mobilise, avec le concours d'Ariel Sharon, le maillon faible du monde orthodoxe, le mouvement Chabad Lubavitch, qui décide de le soutenir. Avec l'efficacité médiatique qu'on lui connaît, Chabad va lancer au dernier jour de la campagne un second slogan génial, Netanyahou, c'est bon pour les Juifs, un slogan qui sera affiché sur tous les panneaux publicitaires du pays. Les rabbins orthodoxes appellent massivement à voter pour Binyamin Netanyahou. Le reste appartient à l'histoire. Le 30 mai au matin, Binyamin Netanyahou devient, à 46 ans, le plus jeune Premier ministre de l'État d'Israël. Bill Clinton sera le premier chef d'État à l'appeler pour le féliciter. Bravo Bibi, nous avons tout fait pour te faire échouer, mais tu l'as emporté. Et ce matin, plusieurs éditorialistes s'interrogent sur la réalité du cessez-le-feu annoncé entre Israël et le Liban. Et dans le Israël Hayom, le titre est sans ambiguïté, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une guerre. Le journal souligne que quelques heures après l'annonce américaine, le Hezbollah poursuivait ses tirs de roquettes, ses attaques de drones et ses opérations contre les forces israéliennes déployées au sud du Liban. Attaque qui a coûté la vie au capitaine Eitan Shmuel Lamberg, 21 ans, est au cœur des interrogations. Le responsable sécuritaire cité par le quotidien affirme qu'il est difficile de parler de cessez-le-feu lorsqu'une seule partie respecte les engagements. Selon eux, Tsahal dispose déjà de plans pour poursuivre les opérations si le gouvernement israélien en donne l'autorisation. Et pour rester sur le dossier libanais, la presse revient ce matin sur les tensions qui seraient apparues au sein du cabinet de sécurité autour du cessez-le-feu justement négocié sous médiation américaine. Et selon It 24 News en hébreu, plusieurs ministres auraient vivement critiqué la gestion du dossier par Binyamin Netanyahou.
alors que le Hezbollah continue de tirer des roquettes et de lancer des drones malgré l'annonce de trêve. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, aurait notamment déclaré que le sang de nos soldats est plus important que Donald Trump. Ces critiques interviennent alors que le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassam, a rejeté publiquement les termes de l'accord annoncé par Washington et que les tirs vers le nord d'Israël se poursuivent. Politique à présent avec un sondage publié par la CN12 qui pourrait marquer un tournant dans la campagne électorale qui se dessine. En effet, si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud de Binyamin Netanyahou resterait le premier parti du pays avec 23 sièges devant la liste commune de Naftali Bennett et Yair Lapid qui obtiendrait 21 mandats. Mais la véritable surprise vient de Gadi Eisenkot. L'ancien chef d'état-major poursuit sa progression et son parti Yachar atteindrait désormais 19 sièges, surtout pour la première fois Eisenkot devance Binyamin Netanyahou dans la question de l'aptitude à exercer la fonction de Premier ministre. Selon son sondage, 38% des Israéliens le considèrent comme le meilleur candidat au poste contre 35% pour Binyamin Netanyahou. Et justement, alors que Gadi Eisenkot poursuit sa progression dans les sondages, le Israël Hayom dévoile ce matin les grandes lignes de son programme politique. Avec une première surprise, l'ancien chef de l'état-major rejette à la fois l'idée d'un État palestinien et dans un avenir proche, et celle aussi d'une annexion complète de la Judée-Samarie. Sur la question de la conscription des orthodoxes, il propose le maintien d'un nombre limité d'exemptions pour les étudiants des yeshivot, mais souhaite instaurer un principe simple: ceux qui servent recevront des avantages, ceux qui sont exemptés n'en bénéficieront pas, et les réfractaires seront sanctionnés. Autre point important, Eisenkot promet une réforme judiciaire, mais différente de celle portée par le gouvernement actuel, qui propose notamment une limitation du mandat du Premier ministre à 2 mandats. Et le chef du parti, les démocrates, Yair Golan, aurait annulé une rencontre qui devait se tenir cette semaine à Paris avec le président français Emmanuel Macron. C'est le Haaretz qui rapporte cette information, et d'après le journal, cette décision aurait été prise à la suite de recommandations de ses conseillers politiques. Ces derniers auraient estimé qu'une photo ou une rencontre officielle avec Emmanuel Macron pourrait lui coûter politiquement à l'approche des futures élections. À ce stade, ni le bureau de Yair Golan ni l'Élysée n'ont confirmé ou démenti ces informations. Et dans les idées de ce matin, un témoignage bouleversant met en lumière les difficultés de réhabilitation des survivants du 7 octobre. Le journal raconte l'histoire de Daniel Sharabi, un des héros du Festival Nova, avec son frère Neria. Ils avaient passé des heures à secourir les blessés, combattre des terroristes et sauver des vies sous le feu. Les 2 frères avaient même été choisis pour allumer une torche lors de la cérémonie du Yom Ha'atzmaut, devenant l'un des symboles de l'héroïsme du 7 octobre. Mais après 3 ans après le massacre, Daniel explique que la véritable bataille a commencé après. Souffrant de stress post-traumatique, d'attaques de panique et de difficultés à reprendre une vie normale, il affirme que les démarches administratives sont devenues une épreuve supplémentaire. L'État m'a trahi 2 fois, déclare-t-il dans le Yediot Ahronot, une première fois le 7 octobre, et une seconde fois lorsqu'il a dû se battre pour faire reconnaître ses droits auprès du système. Et puis un tournant historique ce matin pour Tsahal est mis en avant par la presse israélienne. Pour la première fois depuis la création de la prestigieuse unité d'élite Sayeret Matkal, une femme a terminé avec succès l'ensemble du parcours de formation, ce que nous raconte ce matin le Israël Hayom. Le quotidien rappelle que cette ouverture aux femmes est le résultat d'une évolution engagée ces dernières années au sein de Tsahal, après plusieurs recours devant la Cour suprême et un débat de longue date sur l'accès des femmes aux unités les plus sélectives. La Sayeret Matkal est considérée comme l'une des unités les plus prestigieuses et les plus exigeantes de l'armée israélienne. Pour Tsahal, cette réussite illustre la volonté de mieux exploiter le potentiel de l'ensemble de la population israélienne tout en maintenant les mêmes critères opérationnels pour tous les candidats. On termine avec Jérusalem, la communauté LGBT qui réclame l'égalité des droits lors
de la 24e marche des fiertés qui a été organisée hier dans la capitale. Et c'est le Maariv qui rapporte que des milliers de personnes ont participé hier à la marche des fiertés de Jérusalem. Pour cette 24e édition, les organisateurs avaient choisi de faire converger le défilé vers la Knesset sous le slogan « Nous exigeons le changement ». Au-delà de la célébration, le message était clairement politique. Les participants ont réclamé davantage d'égalité pour les couples de même sexe et pour une meilleure reconnaissance des familles LGBT en Israël. Parmi les interventions les plus marquantes, celle d'Omer Ohana, compagnon du major Shagai Golan, tombé le 7 octobre à Be'eri. Il a rappelé son combat pour faire reconnaître les droits des conjoints des soldats homosexuels tombés au combat. Depuis chez Jérusalem, Shabbat Shalom.